Le grand témoin, Louis Dauphren. Et à présent, on va porter notre regard sur le Liban, puisque je reçois pour cette seconde demi-heure du grand témoin Fouad Abounader, homme politique libanais engagé dans le soutien aux chrétiens, ancien chef d'état-major puis commandant en chef des forces libanaises. On va voir son portrait dans quelques instants. Fouad Abounader, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. On profite de votre passage à Paris. Antoine Assaf est également avec nous. Il est spécialiste de ces relations Orient-Occident. Bonjour Antoine. Bonjour mon cher. Bonjour Georges Notaire. On va d'abord écouter, si vous le voulez bien, l'éditorial de Gérard Leclerc qui porte sur le décret Trump concernant la réglementation des voyages aux États-Unis pour les personnes venant de 7 pays musulmans. Et puis on se retrouve juste après. Depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche, Donald Trump se charge de montrer qu'il ne s'est pas payé de mots durant sa campagne électorale. Ce qu'il a dit, il le fait, en publiant décret sur décret. Le dernier en date provoque la tempête plus encore que les précédents. En interdisant l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 7 pays musulmans, il a non seulement provoqué des manifestations dans le pays, notamment dans les aéroports, mais soulevé une intense émotion dans le monde. Selon tel éditorialiste, ce serait la démocratie qui serait à l'épreuve, donc l'état de droit dans son ensemble. Le nouveau président se défend d'avoir pris une initiative anti-musulmane. Il veut uniquement protéger les États-Unis du risque terroriste. Évidemment, on ne l'entend pas de cette oreille et il y a une forte probabilité que le trouble s'amplifie en provoquant une véritable crise internationale. Nous savions que Donald Trump était un provocateur, mais nous ne soupçonnions sans doute pas qu'il pourrait aller aussi loin en procédant à une déstabilisation qui ne peut qu'inquiéter les gens raisonnables. Mais en même temps, on est bien obligé de constater que cette action offensive a ses partisans et qu'elle se justifie par l'inquiétude qui traverse l'ensemble des pays occidentaux à l'égard du fondamentalisme musulman. Et il y a des raisons sérieuses à cela, inutile de les rappeler. De quelque façon que l'on aborde le sujet, on se trouve sur un terrain miné. Et il est bien difficile de définir la sagesse qui correspondrait à une période de grand péril. Dimanche, François Fillon s'est félicité que Pascal Bruckner ait gagné son procès contre ceux qui l'accusent d'islamophobie. Bruckner, qui publie un essai intitulé « Un racisme imaginaire qui concerne complètement le sujet », explique que l'accusation d'islamophobie n'est rien d'autre qu'une arme de destruction massive du débat intellectuel. Sans doute. Mais comment instaurer les conditions indispensables à ce débat intellectuel ? Tout semble s'acharner à le rendre impossible. Pourtant, il serait la condition minimum pour obtenir les clarifications nécessaires, préalables au retour fragile et difficile de la paix des peuples et du monde. L'édito de Gérard Leclerc, Fouad Abounader avec nous jusqu'à 8h30. On va voir votre portrait aussi avec Marion Duchesne pour resituer un peu votre itinéraire et puis ce que vous faites évidemment au Liban. Est-ce qu'on peut peut-être entrer dans cette actualité-là, directe, un peu chaude, avec 6 Syriens, dont des chrétiens qui ont été refoulés à l'aéroport de Philadelphie et qui ont dû regagner Beyrouth. Qu'est-ce que vous en pensez ? En ce qui concerne la politique à l'intérieur des États-Unis, bien sûr, en tant qu'être humain, je regarde d'un très mauvais œil la façon dont maintenant les gens qui viennent du Moyen-Orient sont traités. Mais ça, c'est une chose interne américaine. Moi, j'aimerais revenir sur les émigrés que nous avons chez nous au Liban. Au Liban, nous avons 2 millions de déplacés syriens qui sont au Liban. Est-ce qu'ils ont un statut de réfugié d'ailleurs ? Ils n'ont pas un statut de réfugié, un statut de déplacé actuellement. Et nous avons aussi 600 000 réfugiés palestiniens. Donc, pratiquement, nous avons 2 600 000 étrangers sur notre terrain, alors que nous sommes 4,5 millions de Libanais. Donc, pratiquement, il y a 1 sur 2 qui est étranger au Liban. Et surtout que les 2 millions de Syriens qui sont au Liban sont à grande, écrasante majorité, sont très pauvres et très démunis. Pratiquement, ces gens-là sont en train de drainer toutes les forces et les capacités de notre pays. Ils sont en train de prendre les jobs, les emplois de tous les Libanais, et surtout les pauvres Libanais, des journaliers libanais. Et en même temps, c'est un gros stress sur l'infrastructure libanaise. Par exemple, dans les villages où ils sont logés dans des tentes, ils sont en train d'utiliser les ressources du village, que ce soit l'eau, l'électricité, la farine, etc., et les hôpitaux. Juste pour vous donner une petite idée, il y a dans les 60 000 natalités au Liban, il y a eu 50 000 bébés qui sont nés au Liban syriens, d'origine syrienne. Nous avons 30%, une augmentation dans la population carcérale au Liban de 30%
uniquement des Syriens qui sont en train de faire des méfaits au Liban. Donc pratiquement, nous sommes un pays, nous croulons sous le poids de cette immigration, de ce déplacement. Et en même temps, on entend beaucoup, et surtout le Ban Ki-moon par le passé, avant qu'il nous quitte, nous a dit qu'il fallait penser peut-être à naturaliser ces déplacés, ces émigrés, ces déplacés syriens au Liban. Donc pratiquement, nous avons maintenant un grand challenge auquel nous devons faire face. Et c'est là une des raisons pour laquelle je suis venu en France, justement pour sensibiliser un peu tous ces responsables politiques français pour ramener ces émigrés chez eux et leur faire des camps à l'intérieur de la Syrie. C'est ça, pour qu'ils puissent rentrer en Syrie. Mais pour peu que la guerre cesse, évidemment. Ils peuvent créer des zones de non-combat qui seraient sous le parapluie de l'ONU avec une bonne gestion. Et à ce moment-là, ce serait possible de ramener ces gens-là en Syrie, même si le conflit syrien n'est pas encore résolu. Et il ne va pas être résolu de sitôt. Et le fait que Donald Trump ne veuille pas de personnes venant de pays du Moyen-Orient, c'est plutôt mauvais pour vous parce que ça empêche les gens de partir? Oui, entre autres. Oui, bien sûr. Mais ils vont venir en Europe, dans tous les cas. Ils vont venir chez vous. Donc, le meilleur moyen d'éviter ceci, c'est justement de créer un système parce que le conflit syrien, on ne peut pas attendre la résolution du conflit syrien pour résoudre le problème de ces déplacés qui, ça fait 5 ans, attendent de retourner chez eux. Fouad Abounaner, 1956, vous voyez le jour à Bas-Kinta, au Liban, au sein d'une famille de 5 enfants. Vous êtes entouré de 4 sœurs, une famille très solidaire, dites-vous. Votre père était ingénieur agronome, il vous transmet le goût de la terre, l'amour de la nature, mais aussi la droiture. Votre mère vous apprend le respect et le goût de l'échange. À 5 ans déjà, vous rêvez de devenir médecin. Marion. Je voulais être chirurgien. J'ai toujours eu le goût des choses difficiles et des challenges, raconte Fouad Abounader. Pouvoir guérir les autres me fascinait. Une passion que ce père de 4 enfants a transmis à sa fille. 1982, après des études à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, Fouad Abounader décroche donc son diplôme de médecine. Ses études, il les mène de front avec ses engagements politiques. À la fin des années 70, ce neveu de Béchir Gemayel rejoint le Parti démocrate social Kataeb, une école de probité et de nationalisme, explique Fouad Abounader. Tous ceux que j'ai rencontrés à cette époque sont restés de vrais amis. Vient le temps de la guerre, de petit soldat, il gravit les échelons et devient chef Fouad. En 1979, il prend la tête des forces libanaises. En 82, son oncle, devenu président de la République libanaise, le nomme commandant en chef de l'armée. On n'est jamais préparé à envoyer des hommes à la mort, raconte Fouad Abounader, qui reconnaît que la guerre a signé son retour à la foi chrétienne, lui qui s'en était éloigné depuis un certain temps. Blessé à plusieurs reprises, victime d'un attentat en 1986, j'ai tellement côtoyé la mort que nous sommes devenus amis. Je suis en sursis, dit Fouad Abounader. Au refus de la mise sous tutelle syrienne de l'occupation israélienne, dénonciation d'un pouvoir corrompu et collaborateur, défense de la souveraineté du Liban. Autant de convictions jamais lâchées et le temps nous a donné raison, explique Fouad Abounader. Autrefois rebelle et paria, nous avons été ralliés. Sa mission inachevée, il la poursuit aujourd'hui à travers le Front de la Liberté, mouvement qu'il a créé. Je veux donner à mes enfants un pays de liberté, d'égalité, de dignité, où toutes les communautés chiites, sunnites, druzes pourraient continuer à vivre ensemble. Et Fouad Abounader de rappeler cette parole depuis longtemps répétée par les Libanais, bien avant Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Alors, Fouad Abounaner, beaucoup de questions à vous poser. D'abord, la première, puisque vous venez en France, vous l'avez dit, pour sensibiliser le milieu politique à la question des réfugiés qui mettent en péril les équilibres démographiques au Liban et qui exercent une pression sociale trop forte. Qui vous écoute ici alors qu'on est en pleine campagne électorale ? Oui, bien sûr, peut-être ce n'est pas le meilleur moment, mais c'est aussi bien de rencontrer les gens. Enfin, toutes les formations politiques, nous allons avoir beaucoup de réunions. Et ces formations politiques, c'est bien de garder ça à l'esprit. Le jour où ils vont faire parvenir leurs candidats, à ce moment-là, ils auront déjà un peu un mémo. Dans le mémo qu'ils vont leur proposer, ils auront déjà une idée dans ce sens. Il y a une deuxième chose aussi qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des chrétiens de l'Orient. Et il y a eu des massacres, il y a eu de grands déplacements. On parle beaucoup de ces déplacés
neutre comme ça, mais il y a beaucoup de déplacés chrétiens. Il y a des chrétiens... Mais vous leur dites de rentrer aussi en Syrie à ces déplacés chrétiens? Oui, bien sûr, je ne veux pas qu'ils quittent la Syrie du tout. Maintenant, s'ils viennent au Liban momentanément, bien sûr, mais nous sommes en train d'œuvrer pour que ces chrétiens en Irak reviennent en Irak et les chrétiens de Syrie reviennent en Syrie. Il est très important de ne pas laisser ces pays comme ça dépeuplés et que les chrétiens quittent le Moyen-Orient. Bon, et alors qui avez-vous rencontré ici? Bon, nous sommes en train de rencontrer les groupes de réflexion et les groupes de travail qui dépendent de plusieurs courants politiques en France. Et je crois que c'est une chose importante de faire parvenir notre voix à Mais tout pas le de monde. nom. Aujourd'hui, vous ne citez pas de nom. Non, je ne vais pas citer, si vous me permettez de ne pas citer de nom aujourd'hui. Mais vous comptez voir tout le monde. Oui, oui, bien sûr. Pour nous, il est très important de parler et de sensibiliser tout le monde. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en France, nous allons le faire aux États-Unis au mois de mai. Nous allons le faire aussi après Pâques en Russie. Nous allons le faire aussi en Allemagne, que ce soit avec les hommes politiques en Allemagne ou que ce soit avec l'Église évangélique en Allemagne. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler tout azimut pour essayer de faire parvenir le message concernant les chrétiens de l'Orient. Pour les chrétiens irakiens, il y a déjà un projet qui est en gestation, justement, de faire de la plaine de Ninive une zone où les minorités auraient un statut autonome, un statut reconnu, que ce soit l'État fédéral ou l'État irakien, ou on ne sait pas en fait comment ça va se dessiner pour le futur de l'Irak. Et on ne sait pas aussi qu'est-ce qui va changer dans la formation du gouvernement au Moyen-Orient. Parce qu'il y a aujourd'hui les forces, les puissances étrangères, que ce soit européennes, américaines ou russes, qui sont impliquées aujourd'hui au Moyen-Orient. Je ne crois pas qu'ils vont en ressortir sans qu'il y ait vraiment des changements profonds au niveau ou des gouvernements ou avec un grand point d'interrogation des frontières. Vous avez créé une association qui s'appelle Nawarash, consolider des villages réunissant des communautés culturellement et religieusement différentes. On voit bien donc que votre idée, c'est de consolider la présence, en particulier chrétienne, bien sûr, au Proche-Orient et de faire en sorte que ces gens restent, pour peu qu'il y ait la sécurité et qu'il y ait un avenir politique. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir politique, il n'y a pas de solution politique. C'est-à-dire que votre projet ne peut pas aboutir tant qu'on n'a pas tant qu'on n'est pas fixé sur qui prendra les rênes de ces territoires. Oui, mais déjà, il faut qu'on crée une cause, il faut qu'on crée les hommes, les institutions, pour qu'ils prennent en charge justement de faire parvenir le message, de faire parvenir le but en fait de ça. Mais moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Nawarash est essentiellement en train de travailler sur la consolidation de la présence chrétienne au Liban et du rôle des chrétiens au Liban. Moi, j'aimerais dire deux choses ici pour les chrétiens. Sur les 1650 villages qu'il y a au Liban aujourd'hui, vous ne trouverez pas un seul village, je ne parle pas des grandes agglomérations, des grandes villes, un seul village mixte où les communautés musulmanes vivent ensemble. Il n'y a pas un seul village mixte où les sunnites et les chiites vivent ensemble, où les druzes et les sunnites, ou les druzes et les chiites vivent ensemble. Mais par contre, vous trouverez dans tous les villages du Liban le chrétien qui vit avec le sunnite, avec le chiite, avec le druze. Donc le chrétien libanais, c'est un facteur de stabilité et de paix au Liban. C'est un facteur nous sommes aujourd'hui, nous faisons la zone tampon entre surtout dans les sunnites et les chiites qui sont aujourd'hui en conflit ouvert. Et nous avons en même temps créé des ponts entre les différentes communautés pour qu'ils puissent se reparler et rester ensemble. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, le Liban sans les chrétiens, ou le Moyen-Orient sans les chrétiens, ça deviendra peut-être un désert. Pour moi, il y a la diversité culturelle et la diversité dans les mentalités, dans les religions. C'est une grande richesse qu'il faut vraiment préserver au Liban et au Moyen-Orient. En parlant du Liban seulement, le Liban et les chrétiens du Liban ont été vraiment sujets à beaucoup de pression. Nous avons été, à un certain moment, nous avions le dos à la mer et on avait les Palestiniens qui voulaient nous jeter à la mer. En 1975, et on se rappelle tous Abou Ayyad, le numéro 2 de Fatah, qui a dit à ce moment-là que la route de Jérusalem passait par Jounieh. Jounieh qui est un peu la capitale du Liban chrétien, si vous voulez. Bon, et la deuxième, et on a vu par la suite où les Palestiniens où ils en sont actuellement. Ensuite, les Syriens sont venus, ils ont voulu mettre à genoux les chrétiens du Liban. Et ils ont mis énormément de pression, que ce soit par le feu, par le sang, ou ultérieurement en changeant les lois libanaises, en créant une loi de naturalisation qui a augmenté le nombre démographique des musulmans au Liban. Donc même avec tout ça, finalement les Syriens sont sortis et maintenant ils ont des problèmes chez eux. Donc je crois que chaque fois que les chrétiens ont décidé
de rester, ont décidé vraiment de tenir le terrain, on a pu changer le cours de l'histoire. Donc là, il faut tenir le terrain. Évidemment, vous dites, juste une question, parce que Fouad Abounader, vous avez combattu Assad. Oui, Assad bien sûr. père. Oui, bien sûr. Et maintenant, est-ce que Assad fils doit rester en Syrie, à votre avis? Moi, je crois que c'est un truc interne en Syrie. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qui va défendre et qui va aider les Syriens chrétiens à rester en Syrie. Pour moi, c'est ça. Et c'est qui? Maintenant, que ce soit Assad, que ce soit Poutine, moi je crois que c'est Poutine un peu qui fait le travail aujourd'hui et qui est en train de dire d'ailleurs, tous les ambassadeurs russes sont en train de dire à tout le monde, nous sommes là aussi pour aider les chrétiens du Moyen-Orient à rester au Moyen-Orient. Donc pratiquement... Donc c'est la Russie qui est protectrice des chrétiens, pas la France. Ah oui, la France, je crois qu'ils sont très loin aujourd'hui et je crois qu'il y a eu une grosse déception envers la France. Antoine Assaf. Oui, mais je commence par saluer Fouad parce que nous sommes de la même génération et à l'époque où commençait la résistance des chrétiens du Liban, j'étais à Paris et j'ai rejoint cette résistance en créant avec Bachir Gemayel la Voix du Cèdre et le général Malek. Et j'ai retrouvé Fouad qui a travaillé d'ailleurs à l'époque à me libérer quand j'étais otage de l'armée syrienne. Il a été à la tête de cet échange. Comme on disait à l'époque, je valais 25 otages, après j'ai terminé par 2. Mais je le salue et je tire une leçon, une très grande leçon de cette résistance. Il fait partie de ses chefs. La première, c'est que les chrétiens libanais est un miroir pour le monde dans sa résistance parce qu'ils donnent le maximum de résistance en créant des milices jusqu'au paradoxe, jusqu'à la mort. Mais en même temps, une fois la paix signée, ils créent le maximum de dialogue de l'autre côté dans la vie avec les musulmans et dans l'échange culturel. On leur ouvre nos écoles et la vie est là. Et c'est ce que je conseille aux chrétiens d'Occident. Aujourd'hui, il y a une peur. Les chrétiens de France, par exemple, ne peuvent même pas dire qu'ils sont chrétiens quand ils se battent en politique, le cas de Fillon. Alors qu'au Liban, si vous n'avez pas l'identité chrétienne est nommée, écrite sur le papier, vous ne pouvez même pas avoir une fonction. Vous voyez les deux paradoxes. Et là, je salue Donald Trump. Il fait une stratégie d'immigration très intelligente, mais en même temps, même si elle est dure, il est le seul président depuis Reagan à dire il faut protéger les chrétiens d'Orient. Ça fait bien longtemps qu'on ne parle pas d'eux. Et les chrétiens du Liban, pour lui, il l'a dit, je n'inclus pas le Liban dans les pays que j'ai, parce qu'il sait qui est le Liban et qui sont ses conseillers derrière, parce que nous sommes le miroir de cette résistance. C'est une génération qui a beaucoup sacrifié. Docteur Nader est avec nous vivant, mais que des jeunes ont donné leur vie et leur sang pour que les forces libanaises, l'armée et Bachir Gemayel, je me rappelle encore de son nom ici à Paris, quand l'armée israélienne l'a envahi, nous serons modestes dans notre victoire. Et il a été tellement modeste qu'il a donné sa vie. Est-ce que la situation, Fouad Abounader et puis Antoine Assaf décrit le parcours qui a été le vôtre et la situation actuelle, est-ce que ça ne relève pas des prérogatives de l'ONU finalement? Vous interpellez les hommes politiques, mais c'est une question de gestion des déplacés en fait que vous posez. Oui, mais c'est pas une simple gestion de déplacés, parce que finalement, c'est un problème politique, un problème de conflit, un problème de survie des dictateurs au Moyen-Orient. Il y a énormément de choses qui sont impliquées. Donc, ce n'est pas uniquement une gestion Parce que la gestion, ils la font très bien. Ils les ont mis au Liban, ils leur donnent de l'argent, ils vivent tous les jours. C'est censé être provisoire. Ah oui, en 1948, quand les Palestiniens sont venus au Liban, c'était censé être provisoire. Donc vous craignez que ça se répète comme situation? Bien sûr. Maintenant, avec 2 millions. Avant, ils étaient quelques centaines de milliers. Maintenant, ils sont à 600 000. Mais maintenant, il y a carrément 2 millions de Syriens. Il y a 1 200 000 Syriens inscrits à l'ONU. Il y a 1 million peut-être qui ne sont pas inscrits. Ça, c'est le renseignement que nous avons des services de renseignement libanais. Donc, pratiquement, nous avons, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Le village de Arsal, qui est devenu tristement célèbre parce qu'il y a eu un grand clash avec l'armée libanaise. Il y avait eu les kidnappés de l'armée libanaise par dizaines qui ont été pris justement par les gens de Daesh et les gens de Al-Nusra. Et ça, c'était en 2014. Ce village de Arsal, qui est un village sunnite au Liban, qui est à l'extrême nord-est du pays, les habitants sont de 25 000, les déplacés syriens sont de 125 000 qui habitent le village. Donc, pratiquement, ça se répète à tous les niveaux. Donc,
Donc il y a une submersion en fait. Ah oui, oui, absolument, absolument. Et un déséquilibre qui est très fort. J'aimerais ajouter une petite chose aussi concernant l'essence de la présence des chrétiens au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas venus par accident au Moyen-Orient. Nous n'étions pas à Stockholm ou à Oslo et nous sommes petits au Moyen-Orient. Nous sommes nés là-bas. Nous sommes l'essence même, nous avons été même à la naissance du Christ. C'est le berceau du christianisme finalement. Donc, si dans le berceau du christianisme, il ne va plus y avoir de chrétiens, moi je crois que c'est une responsabilité aussi française. Fouad Abounader, vous avez beaucoup de Libanais qui ne vivent plus au Liban. Vous avez une diaspora libanaise très importante. Bien sûr. Vous lui dites de revenir ? Il y a plus de Libanais à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mais peut-être pas de revenir tous ensemble parce qu'il n'y a pas suffisamment de travail pour eux. Mais ce qu'on va faire, c'est de les rattacher à la mère patrie. C'est pour ça qu'avec la nouvelle loi électorale que nous sommes en train de préconiser actuellement, c'est de donner justement des députés, 12 députés pour la diaspora qui seraient élus par la diaspora avec des députés qui vivent dans la diaspora. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas de représentation pour les Libanais de l'étranger. Non. Et maintenant, on commence à donner aux Libanais à l'étranger le droit de vote de l'étranger, c'est-à-dire ils vont voter pour des députés qui sont au Liban. Nous, ce qu'on préconise justement, c'est qu'il y ait des députés à l'extérieur dont les votes, avec les votes de l'extérieur. Quelle serait la mesure que vous estimeriez la plus pertinente que pourrait prendre le prochain chef de l'État français, Fouad Abounader, dans ce dossier complexe des chrétiens d'Orient, des réfugiés, des déplacés de la guerre en Syrie? Moi, je crois qu'il faudrait qu'il commence par, comme Trump l'a dit, il ne faut plus avoir honte de dire Merry Christmas à Noël, de ne plus dire de joyeuses fêtes, mais dire Joyeux Noël. Et de ne plus avoir honte de dire que oui, nous sommes chrétiens, que je vais à la messe, etc. Donc moi, je crois que à la base, il faut un peu reconnaître ce legs historique. Vous attendez une proclamation de cet ordre spirituel? On n'attend pas seulement ça, mais finalement, on a tellement souffert de ça. En 1975, on a été matraqués par la presse en Europe. Nous, les chrétiens fascistes qui attaquaient les pauvres Palestiniens dans ce temps-là, ils ont mis du temps pour comprendre que les Palestiniens avaient formé un État dans l'État au Liban. Les croisés, n'est-ce pas? Oui, les croisés. Enfin, les poulains de Saint-Louis. Je crois qu'Antoine a eu plus du travail très dur justement pour reconvaincre un peu cette presse. Et malheureusement, la mentalité est restée comme ça. Alors aujourd'hui, quand on voit ce qui arrive aujourd'hui en Europe, mais vous aurez dû profiter de notre expérience. Parce qu'aujourd'hui, on subit évidemment les contre-coups. Ah oui, on n'est pas à distance de cette actualité-là. Bien sûr. C'est le discours que vous tenez aux personnes que vous allez rencontrer? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et remarquez, Louis Dauphren, dans ce que dit Nader, il y a une chose importante, c'est que derrière cette résistance, il y a un projet d'État, de vie. Tout le Proche-Orient va subir une manière de vivre ensemble, et Trump en est conscient, Poutine est conscient, et les chrétiens libanais seront de nouveau l'exemple, parce qu'avec l'élection d'un chrétien à la tête du pouvoir, c'est une garantie pour tout le Proche-Orient. Le général n'a pas été élu pour lui-même. Et l'union des forces libanaises et de l'armée libanaise, donc, et de Raoun, n'est pas un simple, justement, de stratégie politique. C'est vraiment, ça émane d'une conviction réelle. Voilà, le Liban comme laboratoire de ce que pourrait être un Proche-Orient pacifié et dirigé par des lois civiles. C'est aussi ça le message que vous voulez faire passer, parce que normalement, vous devriez rencontrer un écho parmi les politiques ici. Merci beaucoup, Fouad Abounader, d'avoir été avec nous ce matin. Merci et je vous souhaite une excellente journée.